Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler d'un thème qui me tient à cœur, donc c'est l'épicondylalgie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots. Je suis Pierre Lemonnery, je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Bordeaux, Pellegrin, et je suis chirurgien notamment du coude. Je réalise notamment des chirurgies de l'épicondylite, et donc ça va être le thème de ce soir a priori. Voilà, tout à fait. Donc l'épicondylalgie, c'est une pathologie de surcharge qui concerne les muscles extenseurs du poignet, plus particulièrement le court extenseur radial du carpe. Pour ceux qui connaissent la dénomination, on l'appelle parfois aussi le tennis elbow, même si ça ne touche pas que les tennisman, bien évidemment. Voilà. Est-ce que tu es déjà d'accord avec cette définition ou quel complément t'aimerais peut-être ajouter? Non, c'est tout à fait ça. C'est un diagnostic qui est ancien, diagnostic d'épicondylite latérale, hein. Ça remonte au début du 19e siècle, hein. C'est 1873. Premier diagnostic par Rudge, et ensuite on a appelé ça le lawn tennis arm. En gros, c'était le bras du tennis gazon, dénommé par Major en 1888. Donc tu vois, c'est très ancien tout ça, et dès le début, ça a été lié à l'activité de tennis. Alors après, la définition de l'épicondylite latérale, je ne crois pas que ce soit ni toi ni moi qui allons la faire, parce que personne ne la connaît trop, quoi. Il y a plusieurs plans, plusieurs niveaux de définition. Ce qu'on peut dire, c'est que en tout cas, ce n'est pas une atteinte inflammatoire en soi, hein. C'est une tendinite non inflammatoire avec une dégénération mucoïde du tendon, une atteinte angiofibroblastique de ce tendon avec une désorganisation du collagène. Et ça crée dans cette CRB, l'extenseur carpi radialis brevis, un tableau d'épicondylite latérale. Mais ce n'est pas une atteinte inflammatoire, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, Et oui, sorry. dis-moi. Ouais, je suis content de te l'entendre dire parce que donc on dit épicondylite, donc la terminaison en "-ite" désigne un phénomène Oui, inflammatoire, et c'est pour ça qu'on a shifté vers l'épicondylalgie. Donc bon, c'est ouais, un peu plus tout à long en fait. soi, mais voilà, Et c'est beaucoup plus juste parce que c'est vraiment un mécanisme de lésion-réparation permanente. Alors, il y a beaucoup d'études sur ce mécanisme auto-entretenu, notamment des études qui ont pris comme modèle le tendon rotulien ou le tendon achilléen et qui voudraient le transposer d'ailleurs à l'épicondylite latérale. Mais c'est en tout cas probablement un mécanisme auto-entretenu, mais un mécanisme de lésion-réparation de l'ECRB. Alors, l'épicondylalgie, ça fait un gros rappel à la douleur, parce que bien sûr, ça se définit avant tout par une douleur. Et pourquoi les gens qui ont une lésion de l'ECRB ont mal, ça on l'explique davantage par des études de neuroanatomie ou de neurobiologie. J'en ai d'ailleurs réalisé quelques-unes sur le sujet. Et ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il y a plus de récepteurs de neurokinine 1, qui est la substance P, au niveau de l'ECRB, et il y a davantage de présence de neurotransmetteurs type glutamate chez les gens qui ont des épicondylites ou des épicondylalgies latérales. Au niveau de l'ECRB, au niveau de la capsule latérale et des ligaments, il y a vraiment toute une soupe immunologique qui peut créer des douleurs intenses à cet endroit-là et des douleurs chroniques à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle on a plus mal au niveau de l'épicondyle latéral que de l'épicondyle médial ou de la face postérieure, la face antérieure du coude. C'est localisé à cet endroit-là parce qu'il y a des mécanismes donc mécaniques avec l'hypersollicitation en flexion, extension de poignet, pronospination et une soupe immunologique locale propice à ces douleurs. ok. Donc on est d'accord qu'à la base c'est quand même un phénomène de surcharge ou de répétition, hein, Tout à fait. ouais. Et donc qui engendre, comme tu dis, comment dire, des dégâts tissulaires à proprement parler, donc au Oui. niveau de la matrice collagénique notamment de ce tendon. Donc on a différents stades de dégradation. On a Oui. dans un premier temps une désorganisation, mais qui est réversible. Et si on persiste dans ces mécanismes lésionnels, on peut avoir des dégradations pardon, tissulaires qui ne le sont plus. Donc voilà, tout l'enjeu d'avoir une prise en charge chirurgicale et kinésithérapeutique qui s'adapte aux différents cas, je pense. En sachant qu'en plus, dans ces douleurs chroniques, il va y avoir un phénomène de chronicisation parce qu'il va y avoir aussi possiblement des lésions associées. Il peut y avoir des plicas, des synovites, puisque ce sont des coudes qui sont sursollicités, souvent chez les travailleurs manuels. Donc, ces patients-là vont avoir un désordre qui va impliquer le tendon, mais aussi les structures adjacentes. C'est pour ça que ces patients sont difficiles à traiter d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors, on va en venir un peu à la première question. Comment toi, tu objectives en consultation une épicondylalgie, une épicondylite?
L'erreur surtout à ne pas faire, c'est de voir un patient qui a tous les critères d'épicondylite et de faire un examen absolument centré sur l'épicondylite. Parce que comme je te disais, ce sont des patients qui ont une atteinte, une épicondylalgie latérale, parce qu'ils ont sursollicité leur coude. Ils ont pu décompenser donc le CRB, mais également leurs ligaments, et également créer des lésions intra-articulaires, avec une plica, avec une synovite. Donc il va falloir faire un examen complet du coude, et bien sûr, ensuite se centrer sur l'épicondylite. Donc, pour l'épicondylite, d'abord un examen qui va comprendre un interrogatoire centré sur le terrain. Quel âge il a? Généralement, c'est entre 40 et 50 ans. Il n'y a pas de plus de femmes que d'hommes, c'est à peu près pareil. Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il est obèse? Ça, ce sont des facteurs de risque qui ont été identifiés dans la littérature. Et puis ensuite, est-ce que c'est un travailleur manuel? Est-ce qu'il fait des activités sportives, sinon, ou des activités domestiques, qui peuvent entraîner des mouvements de pronospination, de flexion-extension répétée et qui vont favoriser cette épicondylite. Ce ne sont pas, bien sûr, des facteurs déterminants, mais ce sont des facteurs de risque qui vont nous orienter quand même vers des lésions répétées de CRB. Ça, c'est le programme. Ensuite, dans l'histoire de la maladie, il va falloir savoir, bien sûr, s'il y a eu un mécanisme déclenchant ou c'est venu de manière progressive, de manière insidieuse. Ça, c'est important aussi pour savoir si c'est quelque chose de plus de l'ordre de l'épicondylite ou plus du traumatisme lié à une chute, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va essayer de savoir si ce patient a eu d'autres lésions du coude avant. Typiquement, une instabilité postérolatérale rotatoire sur une chute, il s'est luxé le coude, il a déjà eu une terrible triade, etc. Ça, c'est l'interrogatoire de base. Ensuite, si on se rapproche de l'épicondylite, il va falloir savoir s'il a déjà eu de la kiné, s'il a déjà eu des infiltrations, s'il a déjà eu une attelle et quels ont été les effets de chacun de ces traitements. On y reviendra, je crois, après dans la discussion. Pour ce qui est de l'examen physique, centré sur l'épicondylite, vous allez faire classiquement le Cosen et le Polk's test, très simple. C'est une extension contrariée du poignet avec un coude d'abord en flexion, donc vous lui demandez de forcer contre votre main, et ensuite un coude en extension, et vous lui demandez là également de forcer l'extension du poignet. Normalement, lors du mouvement en flexion de coude, la douleur est modérée, et lorsque vous lui demandez de reproduire le même geste avec le coude en extension, là par contre, vous allez déclencher une douleur beaucoup plus importante. Ça, c'est le Cosen et le Polk's test. Et ensuite, le test de Maudsley, qui est beaucoup plus simple, et qui consiste en une extension contrariée du troisième rayon. Ça, c'est ce que je fais, moi, pour les épicondylites. Mais de manière systématique, je vais toujours chercher à savoir s'il y a une plica, notamment, par le postérolatéral plica test. Le postérolatéral plica test est très simple. Il s'agit d'un patient à qui que vous allez mettre en extension de coude et hyperpronation, et vous allez lui faire un mouvement de flexion de coude. Et lorsque vous allez passer à peu près à 10 degrés d'extension, vous allez déclencher normalement une douleur qui va progressivement diminuer sur le reste de l'arc de flexion. Ça va permettre d'identifier éventuellement une plica. Bon, bien sûr, après, la plica, elle sera confirmée par l'imagerie avec l'échographie et l'IRM. Et puis ensuite, il faudra aller chercher donc les mobilités complètes, voir si le patient a de la raideur ou pas, orienter votre examen clinique vers de l'arthrose associée, etc. Et puis aller chercher des instabilités, notamment les instabilités postérolatérales rotatoires. Il a été montré quand même qu'il y a souvent, même chez une majorité des patients, des lésions capsulaires, voire capsulo-ligamentaires. Notamment dans la SMILE Theory, où on avait associé des épicondylites avec des lésions du LCRL. Donc, il faut aller chercher donc toutes les lésions potentiellement associées à votre épicondylite pour prévenir un échec si on faisait que le traitement de l'épicondylite. Ok, c'est bien que tu soulignes le fait de devoir faire un diagnostic différentiel parce que dès qu'on a une douleur latérale au niveau du coude, on a tendance à vouloir sauter sur l'épicondylalgie. Donc tout l'intérêt, pas oublier évidemment les autres structures qu'il y a là aux alentours. Ah oui, tu n'as pas parlé de la palpation. Je ne sais pas si tu l'utilises en termes de diagnostic. Donc. Si, j'utilise. Si, c'est évident. Si, bien sûr. Je ne l'ai pas mis parce que c'est évident. Le patient va vous dire, j'ai mal ici. Vous allez palper, vous allez déclencher la douleur. Mais vous pouvez passer quand même à côté de certaines épicondylites. Donc, il est préférable de faire des tests de stimulation et d'aller vérifier si la douleur est bien centrée sur l'anthèse de l'ECRB. Mais tu as raison. Le premier diagnostic à faire, c'est on palpe, on me dit vous avez mal ou vous avez pas mal.
C'est ça. Il y a d'ailleurs un élément que j'ai oublié là-dedans qui est extrêmement important, certains vous diraient c'est fondamental, c'est d'aller aussi chercher des possibles atteintes neurologiques, et notamment une compression du nerf radial au coude. Donc, sous l'arcade de Froese. Donc, il y a deux façons de le faire. Il y a, bien sûr, la compression directe à la recherche d'un tunnel au niveau de l'arcade de Froese. Et ensuite, les manœuvres notamment de repos, de compression du nerf radial qui vont consister en une extension hyperpronation, et on va demander donc de supiner et on va contrarier la supination pour voir si ça déclenche la douleur. C'est des tests qui sont très peu sensibles, très peu spécifiques. Vous imaginez bien que lorsque vous allez lui faire une supination contrariée, vous allez lui faire contracter le CRB. Donc, forcément, le patient va avoir mal. Ça signifie pas qu'il a une atteinte du nerf radial. Donc, chez des patients chez lesquels vous avez des doutes, je recommande, moi, de faire un ENMG pour dédouaner une atteinte du nerf radial associé. Ok. Peut-être aussi dans ce cadre-là, la qualité de la douleur dont il va faire part sera peut-être un peu différente, et style plutôt neuropathique, neurogène, comme des brûlures ou picotements ou ce genre de choses. Ça peut peut-être être un peu plus évocateur déjà, mais comme tu dis, pourquoi pas approfondir C'est difficile parce qu'il y a un contingent neurologique là-dedans. Et les épicondylites, les patients ont mal sur des rythmes qui sont pas inflammatoires, qui sont pas forcément mécaniques non plus, et qui peuvent se rapprocher de douleurs neurologiques. Et ils sont réveillés la nuit, ils ont des douleurs parfois sur un rythme inflammatoire, parfois sur un rythme mécanique, c'est oscillant. Donc c'est très difficile de faire la part des choses. C'est pour ça que ça sera une combinaison de facteurs de risque, d'histoire de la maladie, d'examen clinique et d'imagerie. Ok, super. Bah, je crois que pour le bilan, en tout cas, pour objectiver l'épicondylalgie, on est bon. En général, on ne voit pas, ni toi ni moi, je pense, le patient en première ligne. C'est souvent peut-être chez le généraliste ou chez le médecin sportif par lequel il passe dans un premier temps. Et puis les rediriger, soit, j'espère, d'abord vers le kiné avant d'envisager la chirurgie. Si pas, comment toi tu l'envisages si ton patient se présente en deuxième intention, donc après le généraliste, admettons, chez toi au cabinet? C'est très difficile de leur donner des informations très claires et très robustes parce que tout se contredit dans la littérature. Mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que plus des 3/4, certains diront 90% des gens, vont guérir spontanément dans l'année. Donc ça, déjà, c'est une information capitale. Le patient qui vient voir le chirurgien, il vient pour se faire opérer les 3/4 du temps, ou pour avoir une information relative à l'intervention chirurgicale. Donc il faut bien comprendre que 9 patients sur 10 vont ressortir sans rendez-vous au bloc opératoire. 90% des gens vont régresser dans leurs symptômes dans l'année. Donc ces patients-là, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette année-là? Certains vous diront rien, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que le wait and see permettait des résultats équivalents, voire même meilleurs que la physiothérapie ou les infiltrations. D'autres vont proposer des infiltrations, pas plus de 2, corticoïdes ou PRP, et d'autres vont uniquement recommander de la physiothérapie avec des antalgiques. Moi, personnellement, je propose immédiatement une attelle de port nocturne qui va immobiliser le poignet et donc empêcher la sursollicitation de l'ECRB durant la nuit. J'ajoute à ça une infiltration de PRP immédiate, puis si ça ne marche pas, une deuxième infiltration à 3 mois. Et à partir du 6e mois, je leur propose souvent une intervention chirurgicale. Je n'ai pas d'études pour montrer que mon attitude est meilleure que celle que je viens de citer. Les études qui vont se contredire sur le wait and see, qui est meilleur que la physiothérapie, qui est moins bon. En gros, c'est l'équivalent. Et il y a Sayek dans Corps en 2015 qui montre clairement que le wait and see, la physiothérapie ou même les infiltrations permettent des résultats à peu près équivalents. Donc en gros, ces patients-là, il faut les faire attendre. Vous les faites attendre avec des infiltrations, avec de la physiothérapie ou avec du rien, tout simplement paracétamol, spiphène, quoi. Et au bout de 6 mois, si la douleur est persistante ou aggravée, il faudra discuter intervention chirurgicale. Voilà, c'est bien que tu l'aies souligné, hein, donc que pour 80 voire 90% des gens, après un an, les symptômes s'atténuent, voire disparaissent. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Je pense que l'enjeu durant cette année-là, c'est aussi déjà d'éduquer les patients par rapport à tout ça, parce qu'ils ne sont peut-être pas au fait justement de ces chiffres-là. C'est très anxiogène parce qu'on peut leur dire que tout se vaut. C'est-à-dire que vous allez voir un chirurgien ou un kiné ou un médecin traitant qui va dire « Moi, j'ai vu une étude qui disait que le wait and see, c'était meilleur que la physiothérapie. » L'autre va vous dire « Non, la physiothérapie, c'est meilleur, je l'ai vu dans tel papier. » Donc,
C'est très difficile de leur donner une information qui ne sera pas en contradiction avec tout ce qu'ils ont lu. C'est ça qui est difficile. Il faut avoir une certaine cohérence, trouver les papiers les plus robustes, se dire que proposer un schéma thérapeutique et être assez reproductible. Parce que ça vous permettra en tout cas de mieux analyser vos échecs et de mieux catégoriser vos patients. Vous voyez, si d'un coup vous faites que du wait and see, puis ensuite vous changez, vous faites que de la physiothérapie, etc., vous aurez du mal à analyser vos résultats. Donc moi je fais ce que fait la plupart des gens. C'est-à-dire que le patient vient, s'il vient, c'est que ça n'a pas marché le wait and see, généralement, sinon il ne serait pas venu. Et donc derrière, on lui propose tout simplement la physiothérapie, en cas d'échec de physiothérapie, des infiltrations, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que propose tout le monde. Et puis, si tout échoue, on lui propose un traitement chirurgical. C'est ça. Voilà. Parce que proposer du wait and see à un patient qui a mal depuis 6 mois, c'est satisfaisant pour personne, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'enjeu pour nous, en sachant qu'après 1 an, les symptômes vont, dans la plupart des cas, disparaître, c'est de gérer d'une part la douleur et aussi la fonction. Parce que pendant cette année-là, évidemment, leur vie ne s'arrête pas. Il y en a qui ont des activités sportives, il y en a qui ont des activités manuelles et qui doivent pouvoir justement gérer ça au quotidien. Alors même si on n'arrive pas forcément à diminuer la douleur dans un premier temps, ce qui peut être un gain pour nous, c'est de justement d'améliorer leur fonction. J'entends par là la force, simplement comment dire, le mouvement, tout simplement. Oui, le mouvement. Donc déjà sur cette année-là, il y a pas mal de choses à faire, en tout cas pour notre part. Et comme tu dis, voilà, si nous on est confronté évidemment à un échec sur le long terme, il faut envisager peut-être l'opération, l'approche chirurgicale. Tout à fait. La physiothérapie, il y a quand même des choses qui ont montré que ça marchait. La mobilisation simple du coude, alors certains vous diront le stretching, d'autres vous diront surtout pas de stretching, le renforcement musculaire, d'autres vous diront surtout pas de renforcement musculaire avec les exercices excentriques, etc. Mais bon, il y a un peu de controverse, mais tous ces éléments-là, les manipulations de Mills, notamment, qui permettent les étirements des épicondyliens, il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que ça marche quand même. C'est certes contradictoire, mais ça, globalement, quand même, les études montrent que ça marche plutôt pas mal. Donc, pourquoi ne pas essayer, en fait? Parce que là, on n'est pas trop dans une quête de bénéfice-risque, parce que le risque, il est très faible. Soit vous êtes dans la fourchette des gens chez qui ça a marché, soit, au pire, ça n'a pas marché. Mais ça ne nous a pas aggravé. Jamais personne a eu des aggravations des symptômes d'épicondylite latérale à cause des manipulations de Mills, par exemple, typiquement. Donc, je pense que on est plutôt dans une logique de ne pourquoi pas essayer. C'est toujours mieux que rien, quoi. C'est ça. Ok. Si tu veux, donc nous, on part du postulat que c'est une pathologie de surcharge. Et donc, sur base de ça, le programme, en général, en réhabilitation, en soins kinés, c'est une remise en charge progressive, tout simplement. Enfin, c'est comme ça qu'on envisage la chose. Et donc, quand on regarde un peu dans la littérature, ce qui a l'air, on va peut-être en débattre après, mais ce qui a l'air d'être, en tout cas, d'avoir les meilleurs résultats, c'est le renforcement musculaire. Alors, on ne sait pas encore sous quel régime de contraction c'est le mieux. En tout cas, c'est le régime excentrique qui a été comment dire, étudié le plus, parce qu'on a eu des protocoles comme les protocoles de Stanish et ce genre de choses pour le tendon d'Achille, qui voilà, ont fait beaucoup parler d'eux. Et maintenant, voilà, ça, c'est peut-être un peu plus remis en question. Donc, on ne sait pas quel régime de contraction utiliser, mais dans tous les cas, la remise en charge progressive du complexe musculo-tendineux semble être quand même, pour nous, le moyen le plus efficace. Je ne parle pas de l'approche en comparaison avec l'approche chirurgicale, hein, ça je ne me suis pas penché sur le sujet, mais en tout cas pour les soins en kinésithérapie, quoi. Oui, c'est vrai que moi, spontanément, je n'ai pas tendance à favoriser le travail excentrique. Pourquoi? Parce que je trouve que ça met des contraintes très fortes sur des tendons qui sont déjà abîmés. Ça va à rebours de beaucoup d'articles, hein, ce que je dis, hein, je le sais. Mais le travail de contraction excentrique, c'est ce qui met le plus de tension sur nos tendons. Donc, je leur propose, moi, davantage d'exercices d'étirement musculaire et notamment des manipulations de Mills et de la mobilisation douce plutôt que du renforcement musculaire dans un premier temps. Et le renforcement musculaire, je le propose lorsqu'on a déjà amorcé une réduction du niveau de douleur. Et lorsqu'ils arrivent à ma consultation, souvent ils sont à des niveaux de douleur assez élevés. Et je leur propose rarement du stretching et du renforcement musculaire. Okay. Peut-être ai-je tort, je ne sais pas. Mais donc pour toi, est-ce qu'un niveau de douleur diminué et l'état des tissus, c'est forcément corrélé? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Si tu le sais, tu me le dis, je ne sais pas. Est-ce que les patients qui ont spontanément guéri ont également guéri de manière définitive de leur épicondylite? Au plan histologique, je parle. Ouais, exactement. On ne le saura jamais, enfin, ça me paraît difficile de le savoir parce qu'il faudrait les opérer, ces patients-là.
Est-ce qu'on le fera pas? Vous m'avez plus mal, monsieur, je vous opère. Non, c'est pas possible. Ou l'objectiver par écho. Ça a peut-être été fait. Je sais pas. J'ai pas de notion de résultat échographique chez les patients spontanément guéris. Euh, Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a quand même une décorrélation entre les images échographiques et même les images IRM et le niveau de douleur. Voilà. On a quand même des patients qui sont très douloureux parfois, avec des images à l'IRM qui sont pas forcément majeures. Parce que comme je te dis, il y a une part aussi immunologique, il y a une part de niveau nociceptif. Enfin, si les récepteurs nociceptifs sont très engagés dans cette épicondylite, c'est pas forcément ce niveau d'engagement des glutamates, des récepteurs à la neurokinine 1, tout ça n'est pas forcément corrélé au degré de lésion du tendon. Et puis après, il y a la sensibilité de ces patients-là. Il y a quand même des patients qui sont en maladie professionnelle. Il y a des patients qui ont d'autres comorbidités qui vont donner une certaine labilité à la douleur aussi. Et donc la douleur, tu sais, c'est toujours très difficile à interpréter, hein, notamment pour les chirurgiens. Ouais. Mais c'est très difficile de faire corréler la douleur à un niveau histologique lésionnel, notamment dans l'épicondylite latérale. Ouais. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est pour ça qu'intervient chez nous le modèle biopsychosocial. Donc, tu vois, il y a d'une part le bio, ce dont on parle depuis, je pense, le début de notre entretien, et puis psychosocial pour l'état psychologique du patient et le contexte social dans lequel il évolue, qui bien évidemment vont interférer, vont avoir une influence sur la douleur. Donc, comme tu l'as dit, dans le milieu professionnel, le stress à la maison, le manque de sommeil, voilà, toutes ces douleurs-là sur lesquelles aussi on peut avoir un impact, nous, en séance, par exemple. Un concept que je connaissais pas, et qui spontanément me paraît tout à fait logique. Ouais. C'est vraiment la conjonction de plusieurs facteurs qui sont pas que histologiques et mécaniques, hein, l'épicondylite. Voilà, exactement. Et ça s'applique pour l'épicondylite comme les autres pathologies musculo-squelettiques, hein, donc, ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, on va peut-être en revenir un peu au traitement physio. Donc tu parlais beaucoup d'infiltration. Alors, tu parlais de PRP et toi, justement, tu faisais appel à ça. Oui. Donc j'ai vu que dans la littérature, il y avait quand même certains résultats encourageants. Ça faisait pas l'unanimité, mais comme aucun traitement qu'on envisage, donc bon, ça paraissait Ouais, quand même aucun traitement. Et en fait, les infiltrations, celui qui a fait l'étude qui a mis le plus à mal les infiltrations, tout compris, hein, enfin, lui, c'était sur les corticoïdes, et c'était sur les infiltrations de stéroïdes. Mais peu importe. Celui qui a mis le plus à mal, qui a fait le plus de mal aux infiltrations, c'est Olesen. Parce que Olesen, il a comparé, j'injecte du corticoïde, j'injecte une solution saline et je ne fais rien. Et il s'est rendu compte que les gens qui avaient eu des infiltrations corticoïdes n'avaient pas de meilleurs résultats, voire de moins bons résultats que les autres. Alors bon, et cette étude, elle a fait naître d'autres études derrière qui ont retrouvé des résultats équivalents. C'était très à la mode de comparer infiltration PRP ou infiltration corticoïde versus placebo. Et une majorité d'études n'ont pas montré de supériorité des infiltrations. Alors là aussi, c'est très débattu, mais ça a mis vraiment à mal le bénéfice d'être infiltré. Et en plus de ça, toutes les études sur les infiltrations ont montré qu'il y avait un rebond douloureux immédiat après infiltration. Ça, il faut qu'on le dise à nos patients, ça c'est très important. Si vous avez une infiltration, dans les jours et les semaines qui vont suivre, vous allez avoir un rebond douloureux. Les gens s'attendent à avoir moins mal, or ils ont plus mal derrière. Il y a un rebond douloureux, puis ensuite une diminution des douleurs plus ou moins importante. Ce qu'on retrouve, et surtout pour le PRP quand même, c'est quand même une amélioration sur la douleur et les scores fonctionnels à 1 an par rapport au wait and see. Et aussi par rapport aux corticostéroïdes. Mm-hmm. Ça, quand même, on le retrouve assez fréquemment. Il y a même une étude qui avait été montrée par Karadman qui montrait une amélioration même des résultats fonctionnels chez les gens qui avaient du PRP par rapport à la chirurgie. Bon, ça, c'est très discutable. Hein. C'est très, très discutable. Mais en gros, le PRP semble avoir davantage de résultats fonctionnels que les corticostéroïdes, en évitant en plus les problèmes de coloration cutanée liés aux infiltrations de corticoïdes, puisque là, vous pouvez avoir une décoloration cutanée, et les ruptures tendineuses ou ligamentaires liées à une infiltration trop importante ou trop fréquente de corticoïdes dans cette région. Donc moi, je suis favorable plutôt à l'infiltration de PRP dans cette période de 6 mois d'attente
chez les patients que je prends en charge. Maintenant, pour ce qui est des injections de corticostéroïdes, alors j'ai vu dans la littérature que les résultats étaient quand même encourageants à court terme. En Oui, revanche, dès qu'on arrive sur du moyen, voire long terme, les résultats reviennent entre guillemets à la normale. Et en plus, on risquait d'avoir des effets délétères d'un point de vue histologique de ces injections de corticostéroïdes. l'intérêt de mettre des corticoïdes, ça répond toujours au même problème on est sur un niveau pas vraiment histologique, mais sur un niveau plutôt immunologique. Comme je t'ai dit, beaucoup de substances P, beaucoup de glutamate, beaucoup de récepteurs de neurokinine, etc. Et donc, vous injectez les corticoïdes et vous êtes censé quand même, cette injection de stéroïdes doit diminuer normalement la réaction, donc la soupe immunologique locale qui produit de la douleur. On s'attaque à l'épicondylalgie avec ces corticoïdes. On met un peu tout à plat. On calme le feu, en gros. On calme le feu, mais injecter des corticoïdes sur un tendon qui histologiquement est déjà abîmé, c'est exposé à un risque, par contre, de lésion histologique et d'aggravation de lésions histologiques. J'ai quelqu'un qui a déjà un LCRL abîmé, qui a donc son complexe ligamentaire latéral déjà lésé, et chez qui vous allez encore injecter des corticoïdes, et que ce patient va continuer de solliciter son coude parce qu'il fait du tennis, parce qu'il travaille dans le BTP, pour plein de raisons, vous exposez ce patient à une rupture itérative, à une aggravation de son instabilité. Tout ça, ça existe, ça a été décrit. Donc, en effet, vous pouvez aggraver les lésions histologiques. Il est commun de dire que normalement l'injection de corticoïdes permet d'accélérer l'amélioration des résultats. C'est pour les gens qui seraient désireux de récupérer plus vite. C'est pas du tout prouvé. Et en plus de ça, par contre, les risques, eux, sont clairement établis. Ça ont été établis pour l'épicondylite, ça a été établi pour d'autres d'autres zones anatomiques dans lesquelles on a injecté des corticoïdes. Principales complications, comme je disais, lésions ligamentaires, lésions tendineuses et décoloration cutanée. Mais du coup, au vu du pronostic plutôt favorable à 1 an de cette pathologie, est-ce que tu préconiserais encore ce style d'infiltration ou à quel type de personnes? Non, moi je le préconise pas. Moi je préconise une infiltration de PRP, C'est ça. plutôt éco-guidée, puisque on obtient sensiblement les mêmes effets, peut-être légèrement meilleurs selon la littérature la plus récente que les corticoïdes, et surtout on a beaucoup moins de risques. Vous n'aurez jamais une coloration cutanée à cause du PRP. Le risque de lésions tendineuses ou ligamentaires n'a pas été vraiment décrit. Donc, moi, je préconise une infiltration de PRP, clairement. Soit rien, soit une infiltration de PRP. Ok, on va passer maintenant à la partie chirurgie. Donc, Pierre, toi qui es le spécialiste du domaine, tu vas nous expliquer un peu comment tu opères une épicondylalgie. Voilà, donc, les épicondylites, il y a plein de techniques chirurgicales différentes. Elles ont été proposées au fil du temps. Donc, les plus anciennes ont été plus ou moins validées à l'heure actuelle. Mais il y a encore des chirurgiens qui les font. Donc, typiquement, les techniques de Nirschl ou de Boyd qui sont vraiment des techniques des années plutôt 90, dans lesquelles on faisait un décrochage des épicondyles. C'était une voie, bien sûr, c'était en open, c'était avec une incision d'environ 5 cm, sur lequel, à travers laquelle les chirurgiens font un décrochage des épicondyliens et une décortication. C'est-à-dire qu'ils vont aller attaquer carrément la corticale de l'épicondyle latéral, et ils vont même réséquer la portion proximale du ligament annulaire. Donc, en gros, ils réséquent les zones sans qu'ils le sachent forcément tout de suite au début, mais ils vont réséquer les zones très riches en nocicepteurs. Nirsch, lui, l'avait montré. C'était le premier à montrer dans les études histologiques que c'était dans ces zones-là qu'il y avait le plus de nocicepteurs, et donc c'est dans cette zone-là qu'il fallait être le plus agressif. Donc dès le début, avec ces techniques-là, on s'attache à gérer les zones les plus nociréceptrices, entre guillemets, de l'épicondylite à l'époque, et maintenant de l'épicondylalgie. Donc voilà, ça c'est la technique la plus agressive, qui est encore réalisée par certains de nos collègues. Ensuite, il y a des techniques moins invasives, notamment celles que je réalise de temps en temps, qui consistent à faire une micro-incision de 2 cm, d'aller réséquer la zone de l'ECRB qui est fibrosée, et d'aller mettre une encre
et de rattacher le CRB à l'épicondyle. Donc ça, je le fais régulièrement chez les patients qui n'ont pas de plica, qui n'ont pas de lésions intra-articulaires. Les études qui ont été réalisées avec cette technique-là montrent des résultats extrêmement bons avec une récupération très rapide. Les meilleurs papiers ont été réalisés dans l'AJSM avec cette technique sur des sportifs jeunes et qui ont pu reprendre leur activité sportive quasiment au même niveau pour l'immense majorité des cas. Donc ça, c'est quand même une technique fiable, robuste, mini-invasive. Si on va dans le encore plus mini-invasif, là, on quitte l'open pour l'arthroscopie. Et ça, je réalise, sinon chez les patients chez qui je fais pas d'open, je fais de l'arthroscopie. Et donc l'arthroscopie, l'avantage, c'est que donc, en mettant une caméra à l'intérieur du coude, on va pouvoir aller gérer l'applica, qui est très présente chez nos patients. Moi, personnellement, je la retrouve chez les 3/4 de mes patients opérés de l'épicondylite. Bon, bien sûr, il y a un biais puisque je mets une caméra à chaque fois que je pense qu'il y a une plica. Mais quand même, dans plus des 3/4 des cas, je retrouve une plica. Et la littérature rapporte une association très forte. Donc, l'intérêt de l'arthroscopie, il est très clairement défini par l'association de lésions intra-articulaires avec l'épicondylite. Donc, je gère l'applica, je réalise un débridement arthroscopique en cas de synovite associée. Et puis, lorsqu'il y a aussi une lésion, un relâchement du LCRL, on réalise également donc une retention du plan ligamentaire latéral associé et bien sûr un décrochage de l'ECRB. Donc ça, c'est le traitement arthroscopique. Et ensuite, il y a un traitement qu'on pourrait dire percutané, qui est un traitement à l'aiguille, qui permet un releasing de l'ECRB, soit en percutané en aveugle, et certains, notamment des chirurgiens du coude français, recommandent donc un releasing de l'ECRB éco-guidé. Tout se vaut à peu près en termes de résultats. Moi, je fais uniquement avec une encre ou sinon sous arthroscopie, avec une préférence quand même pour l'arthroscopie, parce que je trouve que c'est le traitement le plus complet. La plus grosse étude, c'est une étude un peu de revue de la littérature de Pierce. Il inclut 850 patients, en gros, et ses conclusions me semblent assez guidées par le bon sens. Lorsque l'on fait de l'open, on a plus de risques d'infection et on a un plus gros niveau de douleur. C'est logique. Hein. Quand on a une incision de 5 cm sur le côté du coude et qu'on a décroché les épicondyliens, qu'on lui a gratté l'os, le patient il a un peu plus mal, ça dure un peu plus longtemps la douleur et puis il y a plus de risques de s'infecter. Et lorsqu'on fait du percutané avec une aiguille, les scores DASH, donc les scores fonctionnels, sont légèrement moins bons qu'avec arthroscopie et en open. Voilà à peu près où on se situe. Moi, je trouve que l'arthroscopie est la meilleure des méthodes parce qu'elle est la plus complète. Après, elle expose à des risques neurologiques liés à l'arthroscopie de coude. On peut léser le nerf radial, on peut léser le nerf médian, on peut léser le nerf urinaire, on peut léser tous les nerfs du coude avec une arthroscopie. C'est une technique qui nécessite, qui a une courbe d'apprentissage, mais le traitement arthroscopique de l'épicondylite n'est pas très compliqué. En moins de 20 minutes, on a fait le tour du malade, on a fait le geste qu'on devait faire. Le risque infectieux il est quasi nul. Et le traitement est extra et intra-articulaire. Donc, je trouve que c'est de loin la meilleure des techniques. Ce qu'on retrouve en termes de résultats, c'est notamment une étude qui montrait que 90 à 100% des gens étaient better, meilleurs ou much better à 2 ans. Donc, avec 80% de patients qui avaient un amendement coupé de douleur. Donc, après, tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide. Hein. 80% de l'amendement coupé de douleur, c'est-à-dire 20% de persistance des douleurs. Bon, on se situe à peu près dans la normale, hein, mais c'est-à-dire que vous avez 90% déjà des gens que vous avez éliminés parce qu'ils ont récupéré spontanément, vous récupérez les 10%, et dans ces 10%-là, vous allez avoir 80% qui vont avoir un amendement coupé des douleurs avec l'arthroscopie. Donc on se retrouve quand même avec une immense majorité des gens qui vont quand même très bien s'en sortir de tous. Et ce qu'on retrouve, c'est à peu près aux alentours de 5,8-6% de reprise chirurgicale pour persistance des symptômes ou récurrence à long terme. Donc, c'est une technique qui permet quand même de bons résultats. Ok. Si tu cherches moi, c'est ce que je leur dis toujours aux patients, si tu cherches des chiffres, parce qu'ils sont en demande de chiffres, ces patients-là,
En gros, quelle que soit la technique chirurgicale, tout confondu, grosso modo, tu peux leur dire qu'à 6 semaines d'un traitement chirurgical, il y aura 40% des gens qui auront encore des douleurs. À 1 an, il y aura aux alentours de 24% des gens qui auront des douleurs. Et à 5 ans, il y aura moins de 10%, aux alentours de 9% de gens qui auront des douleurs. Et ces chiffres-là, c'est en ne faisant rien après l'opération ou c'est en ayant quand même un suivi kiné par la suite? Alors, ces chiffres-là, c'est pas avec de la kiné standardisée. Donc, c'est très difficile de dire avec tel type de kiné. Voilà. Moi, je fais la même kiné que ce que proposait Anafin pour les ancres, à quelques détails près. Mais en gros, c'est immobilisation post-opératoire très très courte, moins de 24 heures avec une attelle, parce qu'on les fait avec une anesthésie loco-régionale. Donc, il est évident que le patient ne va pas rentrer chez lui avec le bras qui prend. Donc, lié à l'anesthésie, on leur propose une attelle de type du Jarrier, un coup de corps. Dès le premier jour, on les remobilise. Enfin, moi, je les remobilise dès le premier jour. Mobilisation douce. L'objectif est de récupérer un arc d'extension complet sous 10-15 jours. Voilà. Je leur fais porter une attelle 24 heures sur 24 de poignet pour éviter les hypersollicitations de l'ECRB durant 10 à 15 jours également. À partir du 10e jour, ils ont le droit de la retirer. Et au 15e jour, il faut qu'elle soit retirée. Et ensuite, ils porteront quand même cette attelle lors des exercices répétés ou qui vont sursolliciter leur poignet. Donc, le ménage, typiquement, l'ordinateur, ou les travaux manuels classiques, l'écriture, des choses comme ça. Et ensuite, et avec un port nocturne également, entre le 15e jour et la 6e semaine. À partir de la 6e semaine, on fait du renforcement musculaire. Et à partir du 3e mois, on reprend ses activités sportives. En gros, voilà. Donc, il y a 3 grandes dates. Il y a 4 grandes dates. Il y a le J1. On commence des J1. Hyper important, j'aimerais que les kinés qui nous écoutent l'entendent. Il faut bouger les jambes dès le début. Dès le début. Ça, c'est hyper important. Massage, drainage, très important. Mobilisation immédiate. Hyper important. Parce que vous l'opérez d'une épicondylite, il revient avec de la raideur, vous avez tout perdu. Donc, mobilisation immédiate. Des J1. J15, on enlève la telle, on la porte que pour les efforts. 6e semaine, renforcement musculaire. 3e mois, reprise de l'activité sportive. Voilà. Après, la kiné, tout ça, je laisse aussi au kiné ses habitudes et son savoir-faire. Ok, donc ouais, c'est certainement pas moi qui vais te contredire pour ce qui est de la mobilisation précoce. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Comme tu dis, il y a toute une raideur qui pourrait s'installer et qu'il faut éviter. Et puis, de toute façon, voilà, les gens, il faut progressivement les faire bouger. Donc, dès J1, je pense que c'est primordial. Après, tu dis, Oui. après 6 semaines, si j'ai bien retenu, renforcement musculaire, début du renforcement musculaire. Oui. Donc, remise en charge progressive. Est-ce qu'il y a un régime de contraction que tu préconises ou justement un qu'il faudrait éviter selon toi ou ça, c'est un peu à l'appréciation du kiné et du patient? Non. Non, j'ai pas d'avis sur la question. En dehors que le renforcement musculaire ne doit pas se faire avec des charges lourdes. Ça me paraît évident. Je pense qu'il y a peu de kinés qui vont aller mettre 20 kilos au bout d'un bras qui vient d'être opéré, mais on sait jamais. Ça doit se faire de manière très progressive. L'objectif n'est pas la performance, mais simplement une remise en charge. Donc, le poids finalement au bout du bras n'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est simplement de restimuler ce muscle. Ça, c'est très important. Les patients, lorsqu'on dit qu'on va renforcer leurs muscles, eux, dans leur tête, renforcement musculaire égale musculation. Donc, et chez les plus jeunes d'entre eux, ça va jusqu'à donc redéclencher de la douleur même presque. C'est pas de la musculation, c'est de la remise en charge progressive. Et comme je te disais, je n'aime pas trop les efforts excentriques. Mais bon, après, je laisse quand même. Là aussi, il y a un savoir-faire côté chirurgical, il y a un savoir-faire côté kiné. Si le kinésithérapeute fait d'exercices excentriques, la littérature soutient également ce genre d'attitude. Il le fait avec un certain savoir-faire, et donc je lui laisse tout à fait la liberté de le faire, quoi. Ok, mais là, comme on était dans un contexte post-op, je voulais savoir si ça changeait un peu la donne, tu vois, par rapport à quelqu'un qui vient. Non, non, mais oui, c'est-à-dire que je reste sur mon attitude initiale, dire que si par exemple j'ai mis une encre, je mets une encre sur un tendon, si on fait un travail de renforcement excentrique, c'est-à-dire que tu vas remettre de la tension très forte sur cette suture. C'est pas très logique, tu vois.
tu remets en tension quelque chose qui vient juste d'être suturé et réparé, je trouve pas ça très logique. Donc j'aurais préféré, moi, qu'on fasse un travail concentrique. Après, comme on le fait sur des tout petits poids, C'est ça. de manière très progressive, je suis pas sûr que ça y joue tellement. Ouais. Je pense que le plus important, c'est le débridement, qu'il soit open ou arthroscopique, la résection de cette zone fortement nociceptive, et c'est ça qui va jouer le plus. D'accord? Et la mobilisation pour éviter les raideurs, voire même le stretching. Hein. Moi, je demande plus ou moins quand même des étirements à réaliser par le kiné qui vont vraiment permettre un résultat optimal sur le plan fonctionnel. C'est-à-dire l'amendement des douleurs et la récupération de la fonction, une fonction de pronosupination au quotidien. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Pierre, en tout cas. De rien. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'épicondylite, l'épicondylalgie. Non, non, non. Rien de particulier. Seulement peut-être dire à nos collègues que il faut pas refuser la discussion. Il faut être assez ouvert d'esprit dans la prise en charge des épicondylites parce que tout le monde a tort, tout le monde a raison. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez votre propre chemin avec une cohérence scientifique forte. Voilà. Et que vous soyez reproductible pour que vous puissiez gérer vos succès comme vos échecs. Si vous innovez pour chaque patient, vous aurez énormément de mal à trouver de la cohérence dans la gestion de vos complications. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah, super, je pense que c'est un super mot, une super phrase en tout cas pour conclure un peu cet entretien. Pierre, je te remercie en tout cas et qui sait, à très bientôt. Ouais, à bientôt, Jérémy.